30 juin 1934, solstice d'été. Sur l'ordre d'Adolf Hitler, une purge d'une rare violence décime les rangs de l'état-major de la SA, les sections d'assaut, bras armés du parti nazi. Son chef, Ernst Röhm, et ses principaux associés, qui s'étaient réunis pour le rassemblement annuel dans une auberge des environs de Munich, sont sommairement liquidés, mais aussi ailleurs en Allemagne des personnalités des oppositions conservatrices qui n'ont rien à voir avec les brutes de la SA. En tout, c'est plus de 1000 personnes qui disparaissent ainsi violemment. On peut donc dire, sans exagération aucune, qu'Hitler est définitivement maître de l'Allemagne après cette date fatidique du 30 juin 1934 jusqu'au cataclysme final. Mais par quelle étrange association le Führer a-t-il eu besoin de se débarrasser aussi violemment de ceux qui furent ses meilleurs partisans, dans une purge qui incluait aussi ceux qui avaient tenté, 2 ans auparavant, de lui barrer la route? Pour comprendre, il nous faut revenir au grave échec qu'Hitler enregistre au début de 1934 sur sa terre natale, en Autriche, et qui aurait pu remettre en cause toute la légitimité de son jeune pouvoir en Allemagne. Quel est cet échec? Depuis 1918, l'État autrichien vit dans un sursis perpétuel. Or, ces nouveaux Autrichiens sont condamnés à vivre ensemble dans un État à peine viable. Les deux grandes forces en présence, sociaux-démocrates largement majoritaires à Vienne et conservateurs catholiques dominant ailleurs, évoluent vers une sorte de guerre civile froide, voire de paix armée, les deux camps ayant transformé leurs anciens combattants en milices d'autodéfense. L'arrivée au pouvoir de Hitler en février 1933 et ses succès foudroyants vont alors permettre à la catastrophe de gagner rapidement l'Autriche. Tandis que le Reichstag brûle à Berlin, Vienne s'agite. Le parti nazi se gonfle de jeunes et nouveaux adhérents qui se préparent ainsi à étendre l'empire de la croix gammée sur le beau Danube bleu. Mais c'était compté sans l'énergie calme et inattendue du chancelier d'Autriche, Engelbert Dollfuss, qui dirige le gouvernement de son pays depuis 1932. Ce pieux fabricant de l'Oden est lui aussi un homme d'ordre. Comme hélas beaucoup de monde depuis le déclenchement de la crise de 1929, il est convaincu que la démocratie est désormais dépassée et il entend bien soumettre une bonne fois pour toutes Vienne la Rouge. Dès l'automne 1933, il se met à agir avec détermination, interdisant d'abord le petit parti communiste autrichien, puis cherchant à désarmer la milice du parti social-démocrate, le Schutzbund. Une insurrection défensive de la gauche éclate le 2 février 1934, d'abord à Linz, puis à Vienne, où, aidés de la petite armée nationale qui n'hésite pas à bombarder les logements sociaux de la capitale, les milices de droite écrasent le mouvement ouvrier viennois. Mais dans la foulée de cette répression énergique, Dollfuss provoque la surprise en retournant, pour finir, la nouvelle puissance de son État clérico-fasciste contre le petit parti nazi autrichien, contraignant ses dirigeants à fuir à Munich. Cette victoire de Dollfuss, que la gauche européenne conspue comme un nouveau jalon sur la route de la fascisation généralisée du continent, provoque en réalité la panique chez Hitler. Décidément, nul n'est prophète en son pays, et ce sont les événements qui se sont déclenchés à partir de Linz, sa région natale, qui menacent à présent son autorité à Berlin même, où nombreux sont encore ses ennemis. Qui sont donc les ennemis d'Hitler? Hitler a certes disposé brutalement et efficacement de ses ennemis principaux, les partis de gauche et la bourgeoisie libérale moderne. Mais à présent, le Führer est menacé d'encerclement par les deux ailes opposées de son pouvoir. D'un côté, les conservateurs modérés, qui se sont ralliés, et de l'autre, toute l'aile socialisante du parti nazi. À droite, beaucoup considèrent que l'ampleur de la victoire sur la gauche rend superflue la présence prolongée et tentaculaire du parti nazi, sa transformation en régime, alors que la reprise spectaculaire de l'économie apaise le danger révolutionnaire. Beaucoup souhaiteraient une substitution d'Hitler par un Dollfuss allemand, capable de tenir tête aux rouges, mais aussi d'opérer le renvoi des chemises brunes dans leur foyer. Cet homme introuvable a déjà un nom, c'est l'ancien chancelier Franz von Papen, cet aristocrate catholique bavarois sans envergure qui a ouvert les portes parlementaires du pouvoir à Hitler en février 1933. Mais derrière lui se retrouvent des hommes bien plus coriaces. Tout d'abord, le docteur Erich Klausner, le président des associations catholiques allemandes, successeur légitime du Parti démocrate chrétien de Zentrum. Ce dernier se prépare à une opposition larvée et a déjà beaucoup trop laissé dire qu'il regrettait son soutien résigné de 1933 à l'intronisation de Hitler.
Et derrière Papen et Klausner, il y a toujours la discrète mais formidable figure du général von Schleicher, ancien chef de la Reichswehr noire, l'aile politique de l'armée, qui dispose encore de nombreuses amitiés dans l'état-major, mais aussi à gauche, et de façon tout à fait surprenante, chez les SA eux-mêmes. Car Schleicher a été aussi le contact politique des corps francs anticommunistes dans les années 20. Et ce sont ces amitiés qui lui ont valu de détacher de Hitler en 1932 le chef de la gauche du parti nazi, le pharmacien Gregor Strasser. En effet, la menace pour Hitler vient également du cœur même du parti nazi, de son aile gauche influencée naguère par Gregor Strasser, et également des chemises brunes qui s'agitent dans les brasseries pour demander, après leur victoire sur le communisme, une deuxième révolution allemande et socialiste. Certes, Röhm, le chef des SA, est resté fidèle en 1932 à Hitler. Mais à présent, il souffre de sa relégation par rapport au triumvirat formé par Hermann Göring, Rudolf Hess et Heinrich Himmler, qui a pris le contrôle du parti et mène, selon lui, une politique trop bourgeoise. Pourrait-il, par déception sentimentale, faire cause commune cette fois-ci avec Strasser, Schleicher, et pourquoi pas avec les conservateurs catholiques, si cette alliance contre nature lui livrait le contrôle du parti nazi, fort de 45% des électeurs, lui qui dirige déjà une armée de 300 000 volontaires. Si ces agitations constituent une menace sérieuse, l'ennemi le plus redoutable d'Hitler est pourtant ailleurs. Il s'agit de l'armée allemande, prussienne et conservatrice, qui jusqu'au bout rêvera de le remplacer par sa propre dictature, plus modérée sur le plan intérieur, et qui déteste de toutes ses forces le populisme débraillé des SA. Face à cette double menace, d'une coalition des SA avec l'opposition conservatrice d'une part, et d'autre part d'une rupture avec l'armée, Hitler met en place la manœuvre la plus brillante de toute sa carrière politique. Menacé d'encerclement à très brève échéance, Hitler a décidé de frapper un grand coup en choisissant le point le plus faible du dispositif adverse avant que celui-ci ne soit complet. Ainsi, Hitler opte pour le sacrifice de Röhm en gage de sa réconciliation avec l'armée et, une fois les SA sacrifiés, pour la liquidation des têtes les mieux faites de ce qui pourrait devenir un état-major de la contre-offensive conservatrice. En échange de la dissolution des SA, l'armée n'osera pas bouger devant l'élimination du véritable cerveau de l'opposition, Schleicher. Mais pour cela, Hitler doit d'abord faire une démonstration de politique étrangère. Ce sera en juin 1934 sa première rencontre avec Mussolini à Venise. Certes, Mussolini donne son appui total et inconditionnel à Dollfuss. Le Führer séduit pourtant le Duce en lui faisant miroiter la direction idéologique d'un vaste front anti-bolchevique mondial. Mussolini est intéressé et conseille à Hitler d'agir énergiquement contre ses opposants internes. Hitler, de retour de Venise, passe à l'action. La SS de Himmler et de Heydrich détruit en une nuit de boucherie tout l'état-major de la SA et plusieurs centaines de nazis de la première heure, souvent parmi les plus cruels. L'opinion allemande et internationale, anglaise en particulier, ne retiendra que ce trait et se réjouira bien à la légère de la disparition de l'aile la plus tonitruante et la plus brutale en apparence du régime. Mais la véritable motivation de ce bain de sang, véritable sacrifice humain offert à l'armée allemande, à l'Église catholique et aux forces sociales conservatrices internes et européennes, c'est le consentement tacite aux autres meurtres, bien plus conséquents, accomplis dans la foulée. Celui de von Schleicher, devant les yeux incrédules de sa famille, celui du docteur Klausner, celui de Gregor Strasser, ainsi que le simple attentat d'avertissement opéré contre Franz von Papen, qui, terrorisé, acceptera avec reconnaissance l'ambassade en Turquie que Hitler, bon prince, consent à lui offrir quelques jours plus tard. L'opposition est décapitée. Elle ne se reconstituera plus jusqu'en 1944. Forts de cette victoire stratégique, les nazis autrichiens vont alors trop loin et tentent à leur tour de s'emparer du pouvoir à Vienne en assassinant Dollfuss début juillet. C'est un attentat pour rien. Mal préparé, le coup d'État échoue devant la détermination du ministre de l'Intérieur clérico-fasciste Kurt von Schuschnigg et le soutien immédiat de Mussolini qui mobilise l'armée italienne sur la frontière du Brenner. Hitler recule alors rapidement et donne à croire qu'il a été dépassé à Vienne par le zèle des militants locaux. Il aura sa revanche moins de 4 ans plus tard.
Car telle est la terrible réalité de cette crise de 1934. Durant les 6 premiers mois de l'année, une fenêtre de vulnérabilité s'ouvrait pour le régime nazi naissant. La conjonction de plusieurs types d'opposition, combinée à une forte pression internationale hostile, allant de Staline à Mussolini, pouvait faire trébucher Hitler. Au lendemain de la nuit des longs couteaux, la SA, braillarde et trop visible, est remplacée par une organisation autrement plus redoutable, disciplinée et hiérarchisée, l'ASS, qui se transmuera effectivement en seconde armée à partir de 1936. Si Mussolini s'éloigne un temps, la crise d'Éthiopie et la guerre d'Espagne le feront rapidement revenir, et les élites britanniques, rassurées par la discipline apparente de la Nouvelle-Allemagne, lui proposeront bientôt l'appeasement. Plus grave que tout, Staline au Kremlin exprimera à voix basse son admiration devant l'efficacité de la purge et en tirera l'idée de se débarrasser à son tour de ses oppositions de droite et de gauche avec l'assentiment de Hitler. La nuit des longs couteaux, au solstice de 1934, annonce en réalité le long et brûlant été de l'Apocalypse.